La radio de la communauté salue à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition du journal de la communauté en direct du studio central, Jean Lewis au micro. Invité de ce journal, Castelin Cédric Ballot, qui nous revient très en forme. Allô, salut Cédric. Bonjour, monsieur Jean-Lewis. Voilà, j'ai pris le plaisir de vous suivre sur TikTok, où vous faites des posts qui font le commentaire de l'actualité politique, économique, sociale et peut-être même sportive du Congo-Brazzaville. C'est avec plaisir que je vous suis, car là, vous abordez des problèmes de la vie, des problèmes quotidiens des Congolais avec une audience assez remarquable. Alors aujourd'hui, vous nous revenez sur ce plateau. J'espère que sur le plan sécuritaire, vous n'êtes pas du tout inquiété. Ça, vous pouvez le confirmer aux auditeurs? Bon, mais dire que nous ne sommes pas inquiétés serait trop dire. Déjà, nous ne sommes pas à mesure de tenir une activité sans que la police ne vienne disperser. Bon, s'il faut dire que nous sommes en sécurité, je ne pense pas. Parce que être en sécurité voudrait dire être libre de tenir des activités comme tout autre citoyen, être libre de se mouvoir sans pourtant que vous ne soyez suivi par des policiers en civil. Et donc, voilà un peu notre quotidien au jour d'aujourd'hui. Voilà, êtes-vous un parti politique, un syndicat, une ONG? Que représentez-vous pour la société congolaise et pour les jeunes qui, justement, reconnaissent en vous l'espoir de demain? Nous sommes un collectif que nous avons appelé le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, et je suis le président de ce collectif. Ce collectif regroupe les Congolais au niveau du Congo-Brazzaville, plus tous les Congolais se trouvant dans les différents pays du monde. Partout où il y a des Congolais, nous sommes en train d'installer des fédérations dans ces différents pays-là. L'objectif du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora est de regrouper tous les Congolais du monde entier afin que demain, nous puissions penser à rebâtir notre pays. Nous avons pensé que notre pays est en train de se détruire et donc il faut l'apport de tous les Congolais pour sa reconstruction. Et nous voudrions la reconstruction de notre pays avec les Congolais qui sont mis en avant. Voilà, merci donc pour ce propos introductif qui me sert de mise en train. Alors aujourd'hui, Cédric, nous allons parler de revenir sur l'affaire des terres, donc de la vente des terres congolaises par Christelle Sassou Nguesso au Rwanda. Ici, nous insistons avec vous sur ce que vous avez appelé les risques, justement, donc, vous voyez dans cela, comme les Congolais éclairés, des risques géostratégiques, et vous écrivez, hein, vous dites sur l'un de vos postes que, dans l'un de vos postes, que les accords avec le Rwanda font de notre pays un co-belligérant dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez, en quelques secondes, revenir là-dessus, expliciter ça, parce que je sais que les jeunes vous écoutent, soyez pédagogique pour que ces jeunes comprennent effectivement ce que ça veut dire. Effectivement, Monsieur Jean Lewis, nous partageons une très grande frontière avec la RDC. La RDC, nos amis de la RDC sont pour nous des frères. Nous partageons la même culture, nous partageons plusieurs langues en commun. Et donc, la RDC et le Congo nous pouvons nous appeler comme étant des frères. Et lorsqu'il y a un problème qui peut toucher la RDC, normalement, les premiers à intervenir seraient les Congolais de Brazzaville. Mais curieusement, nous constatons avec beaucoup de stupéfaction que nos autorités sautent un peu les différents pays frontaliers pour aller signer des accords avec le Rwanda. Pourquoi nous parlons de co-belligérance? Mais c'est parce que dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte que le Congo a signé des accords militaires avec le Rwanda. Et nous savons ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC. Et de par ces accords militaires, ça fait de nous des co-belligérants. Et surtout que nous cédons des terres aux Rwandais, des terres où ils seront libres d'exploiter comme ils veulent, des terres où ils seront à mesure même d'implanter des bases militaires pour attaquer la RDC. Parce que leur objectif aujourd'hui, c'est d'envahir la RDC. Alors, Cédric, vous parlez de base militaire, d'accord militaire. Est-ce que vous avez quand même quelque chose refuité déjà là-bas, à Brazzaville, en termes d'accord Euh, militaire? oui, mais
quelque chose qui aurait fuité en République du Congo, nos autorités font de leur mieux de pouvoir nous cacher tous ces accords parce que jusque-là, ils ne nous présentent que 10 accords. Mais dans nos investigations, nous avons découvert qu'il y a là 33 accords qu'on ne nous présente pas. Ils nous présentent simplement 10 accords. Mais lorsque nous suivons un peu les médias rwandais et lors de la signature de ces accords, où le ministre Denis Christel Sassou Nguesso avec le ministre rwandais avaient signé ces accords, là, ils avaient parlé des accords militaires. Ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont les journalistes rwandais. Nous ne voyons pas pourquoi est-ce que les journalistes rwandais prendraient le soin de mentir sur des questions aussi graves, si cela ne pouvait pas être vrai. Voilà, c'est dès que je vous apprends qu'il s'agisse du Congo, au Congo là-bas, ou en France, ou un peu partout, là où se trouvent des Congolais, je disais tantôt éclairés, on croit qu'il ne faut plus s'attarder sur les questions de savoir si ces accords sont vrais, s'ils sont faux, s'ils ont mal été interprétés, qu'il faut plutôt poser le problème de deux points. Nous ne voulons pas des Rwandais chez nous. Qu'en dites-vous? Oui, oui, mais ce n'est pas être xénophobe, comme semblent le dire certains de nos autorités. Aujourd'hui, il est question d'intérêt. Un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Regardez, lorsque nous allons signer des accords avec le Rwanda sur les terres que nous allons les céder, soi-disant pour des cultures de ricin, mais dites-nous, en quoi est-ce que ces accords nous seront bénéfiques? Déjà, lorsque nous avons mené nos investigations, nous avions pensé avant que le Rwanda avait déjà expérimenté la culture de ricin. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que même sur leur sol, sauf si nous pouvons nous tromper, ils n'ont pas encore expérimenté la culture de ricin. Donc, c'est chez nous, ici au Congo, qu'ils vont procéder à cette phase expérimentale. Bon, la question qui se pose, pourquoi ne pas donner, puisque nous sommes encore dans une phase expérimentale, pourquoi directement ne pas donner, par exemple, ce marché aux Congolais parce que ces cultures de ricin pourraient générer des emplois dans notre pays, et faire des Congolais et faire doter des Congolais d'une très bonne expérience en culture de ricin. Mais pourquoi aller donner cette expérience aux Rwandais? Qu'est-ce que ça nous apporte? Nous gagnons quoi derrière? Nous ne voyons pas ce que nous pouvons gagner derrière cette expérience que nous allons aller donner aux Rwandais. Et donc, pour être clair, oui, nous ne voulons pas de la présence rwandaise ici, parce que lorsque nous regardons même dans le classement des pays africains agricoles, le Rwanda ne figure pas parmi les top 10. Il y a le Cameroun qui est là, qui occupe la 5e place. Pourquoi? Et surtout que nous partageons une frontière avec le Cameroun. Pourquoi ne pas faire intervenir les Camerounais qui ont une si bonne expérience en agriculture? Voilà, Et donc, oui, répondre à votre vas-y, question, continue. oui, nous n'avons pas besoin des Rwandais ici parce que nous ne voyons pas la venue des Rwandais ici comme étant un apport, mais plutôt comme quelque chose qui risquerait d'être défavorable pour les Congolais et nous apporter beaucoup de problèmes. Alors, leçon du jour, maintenant dites aux Congolais, comment vous pouvez capitaliser donc tout ce que vous avez comme avantage là-bas, les terres, Yamba, on a parlé de Louvakou un peu partout, pour améliorer le quotidien des Congolais. Je voudrais d'une proposition concrète de jeunes. Qu'allez-vous faire de ces terres une fois le contrat annulé? Oui, Monsieur Jean Lewis, nous ne nous exprimons pas en l'air comme pourraient le qualifier les membres du gouvernement. Nous avons fait la proposition au gouvernement d'un programme. Et dans ce programme, nous avons prévu le développement des zones rurales. Parce que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a certains villages qui sont en train de disparaître. Simplement parce qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de perspective pour les jeunes habitant ces villages. Pour la plupart, ils viennent vers Brazzaville. Or, aujourd'hui, dans le programme que nous avons présenté au gouvernement, nous avons voulu renverser la tendance, c'est-à-dire stimuler l'exode urbain, où les jeunes partiront des zones urbaines pour des zones rurales. Mais il faut la mise en place des politiques incitatives. Comment est-ce qu'un jeune qui vit à Brazzaville, habitué avec l'électricité, l'eau, ira dans une zone où il n'y a pas d'électricité? Et nous avons fait des propositions pour l'électrification de ces zones rurales en utilisant les potentialités qu'on peut trouver sur place, comme par exemple le vent. On peut transformer le vent pour obtenir l'énergie éolienne. Nous
au Congo, ici, il fait suffisamment chaud. On peut utiliser le soleil pour le transformer en énergie solaire. Donc, déjà, si on peut électrifier ces zones, on met les conditions qu'il faut, on met les routes qu'il faut, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que les jeunes, une fois qu'on les aurait orientés vers l'agriculture, ils vont poser une résistance. Et par là aussi, on ne fait pas l'agriculture avec des houes, on ne fait pas l'agriculture avec des râteaux. Il faut mécaniser l'agriculture. Il faut mettre à disposition le matériel qu'il faut afin que les jeunes puissent se lancer massivement dans l'agriculture. On dit souvent que les jeunes sont paresseux. Moi, je dirais que c'est faux, le Congolais n'est pas paresseux. C'est simplement qu'aujourd'hui, tout s'est modernisé. Comment nous vivons dans un pays ou dans un monde qui s'est modernisé et on va pousser les jeunes Congolais à aller travailler comme lorsqu'il s'agissait des années 1900. Ça, nous ne pouvons pas cautionner. Comment est-ce qu'un jeune pourra aller travailler dans des conditions aussi misérables et obtenir les résultats qu'il faut? Aujourd'hui, il faut simplement fonctionner en fonction de l'évolution de notre monde. Le monde s'est modernisé, il y a des appareils qu'il faut, pouvant capitaliser un peu le secteur agricole, capitaliser l'apport de la jeunesse congolaise dans le domaine de l'agriculture. Voilà, merci à vous, Cédric, à tous ceux qui viennent donc de nous rejoindre. Je vous rappelle que nous avons sur ce plateau M. Castelain Cédric Balo qui se bat pour la jeunesse congolaise en péril, en difficulté. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler la tranche d'âge de ce qu'on appelle là-bas jeune? Oui, bon, ici, la jeunesse, c'est on peut prendre entre 18 ans jusqu'à à 35 ans. Mais seulement les conditions de notre pays ont fait que nous ayons même des jeunes jusqu'à 50 ans. Parce que lorsque même jusqu'à 50 ans, vous vivez encore sous le toit parental, mais Parental, vous oui. êtes jeune parce que vous n'avez pas de prise de décision. Voilà. Vous ne gérez pas un foyer, vous ne gérez pas des enfants. Et même vos enfants sont gérés par vos parents. Et c'est ce qui fait que les Congolais C'est exact. restent indéfiniment jeunes. Alors, vous, est-ce que vous êtes dans cette tranche d'âge ou bien un peu plus avancé, peut-être la quarantaine déjà, non? Ah oui, nous avoisinons la quarantaine. Voilà, Donc, voilà, ça me sert de transition. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Je crois que vous aviez peut-être la dizaine de 10 ans ou peut-être un peu moins. Vous avez le souvenir de ce qu'on appelait la conférence nationale souveraine hein, qui s'est tenue à Brazzaville en 1990, hein, c'est ça, 91, 91. en 91. Voilà, est-ce que vous avez le souvenir? Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs, les jeunes qui vous découvrent aujourd'hui, résumer en quelques secondes ce dont il a été question? Pourquoi cette conférence a-t-elle été organisée? Oui, mais la conférence nationale, c'est vrai que nous étions jeunes, mais nous nous documentons et nous suivons à la télé ce qui s'était réellement passé. Mais il y avait des problèmes qui fâchaient, qui empêchaient le pays de pouvoir aller de l'avant. Et donc, il avait fallu que cette conférence nationale soit organisée afin que toutes ces questions qui fâchent soient mises sur la table et qu'ils puissent trouver des solutions autour de ces problèmes-là. Parmi les véritables problèmes qu'ils avaient abordés, il y avait le régionalisme, il y avait ce phénomène de détournement de fonds, de gabegie financière. Et ben voilà, donc c'est parmi les véritables problèmes qui avaient été soulevés et qui avaient été mis sur la table. Alors, ces problèmes, je peux en ajouter, peut-être que vous les avez oubliés. Il y avait aussi le problème de l'insécurité dans le pays, le problème Exactement. des assassinats politiques et Voilà. Il y le avait problème de la responsabilité personnelle du président de la République actuelle. Peut-être que vous ne le savez pas, sur tout ce qui s'est passé. Voilà, il aura donc assumé tout cela. Alors, exactement. est-ce que vous pensez que cette conférence nationale avait ou atteint ses objectifs? Est-ce que ces problèmes ont été réglés là-bas? Bon, mais ces problèmes ont été réglés sur papier, puisque au finish, cela s'était soldé par un lavement de main. C'était le 10 juin 1991. C'est pour dire que tout avait été conclu. Mais le véritable problème, c'est 33 ans après. Aujourd'hui, nous sommes à 33 ans après. Est-ce que ces problèmes ou est-ce que les conclusions de la conférence nationale avaient été respectées? Nous dirons non, parce qu'aujourd'hui, ces problèmes sont même pires. Lorsque nous regardons un peu le problème de détournement de fonds, aujourd'hui, le détournement de fonds a même été institutionnalisé.
Lorsque nous regardons le problème lié au régionalisme, il suffirait de regarder les différentes administrations et même notre armée. On se rendra compte que toutes les hautes responsabilités sont occupées par des noms avec résonance appartenant à la partie nord du pays. Et lorsque nous parlons des problèmes de sécurité, nous allons nous rendre compte que à l'époque, ce phénomène de bébé noir n'existait pratiquement pas. Mais aujourd'hui, tout a explosé. Donc, 33 ans après, ces problèmes se sont accentués de plus belle. Voilà, voilà. Donc, et la thérapeutique donc, qui avait été proposée à la conférence nationale, c'était de permettre d'abord au gouvernement Milongo de terminer le travail, de celui de l'Issouba d'exécuter, mais cette œuvre n'a pas été parachevée pour des raisons diverses, généralement politiques. Et ça, on peut le soutenir. Alors, quand nous parlons de... Cédric, j'ai oublié de te poser une question. Quand nous avons refermé le chapitre sur les terres, finalement, on voit que dans cette histoire, il y a la responsabilité personnelle. Tout le monde en parle de M. Christelle Sassou Nguesso. Excusez-moi de revenir un peu en arrière. Responsabilité personnelle de M. Christelle, peut-être sous la houlette de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, faut-il proposer, parce que je l'ai appris, la déchéance totale de M. Christelle Denis Sassou Nguesso, faut-il croire que finalement il était venu au gouvernement pour... il avait déjà par devers lui cette idée de vendre, d'aligner le Congo et donc le chasser du gouvernement? Oui, mais Monsieur Jean-Lewis, ce n'est pas mauvais parce que nous sommes ici pour éclairer les Congolais. Et donc, s'il y a un chapitre que nous avons pu sauter, ce n'est pas mauvais de repartir pour éclairer les Congolais. Et donc, lorsque vous parlez de la responsabilité de Monsieur le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso, effectivement, il a une lourde responsabilité là-dessus. Mais que a déjà fait Monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso de bien dans ce pays? Tout ce qu'il touche est détruit. Il est passé par la Cotrade, il a détruit la Cotrade. Il est passé par la SNPC, il a détruit la SNPC. Et aujourd'hui, il se retrouve à la tête d'un ministère clé qui pouvait booster l'économie de notre pays. Il est en train de vendre nos terres. Nous comprenons par là que M. Denis Christelle Sassou Nguesso est là pour ses intérêts personnels. Il est avide d'argent. Parce que partout où on peut parler d'argent, c'est lui que nous retrouvons dans ces différents scandales. Et aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de signer comme accord ne sont pas bénéfiques aux Congolais. Et donc, ce n'est que normal qu'aujourd'hui des voix s'élèvent pour réclamer sa démission. Et oui, nous soutenons carrément cette volonté populaire qui demande la démission immédiate de M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Mais on sait aussi que, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question qui est hautement politique, que la position actuelle de Christelle Sassou Nguesso est hautement stratégique car elle a pour but d'assurer les arrières donc, de Sassou Nguesso lui-même, de faire en sorte que Sassou, une fois parti, soit rassuré qu'il ne sera pas jeté, par exemple, en prison à la Cour pénale internationale pour tous les crimes, tout ce qu'il a commis comme crime. Alors, est-ce que vous pensez que Sassou pourra l'entendre ainsi? Est-ce qu'il pourra lâcher son fils, donc le sortir du gouvernement, car il en est le responsable. C'est lui, en réalité, le vrai Premier ministre de ce gouvernement. Oui, mais Monsieur Jean-Lewis, aujourd'hui, ce n'est pas M. Denis Christelle Sassou Nguesso de décider ou au président de la République. Le Congo n'est pas un royaume. On accède au pouvoir par la suite des élections présidentielles. Et c'est au peuple congolais de décider de celui qui va les gouverner. Bon, la position qui est la nôtre au CJCD, nous sommes contre cette affaire où il faut extrader les dirigeants africains vers la CPI. Et pour nous, nous sommes en train de mettre en place une nouvelle forme de politique où, lorsque un dirigeant est déchu, inutile pour lui d'aller en exil. Nous voulons garder tous nos dirigeants sur place ici dans notre pays. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ils peuvent constituer des ressources. On peut toujours aller vers eux pour les consulter lorsque nous pouvons être bloqués autour d'un problème. Après eux, le Congo va continuer à avancer. Y compris les juger vous-même. Hein? Bon, s'il faut qu'ils soient jugés, mais Oui. nous avons une justice. En ce Oui. moment-là, nous ferons confiance à notre justice. Mais seulement, nous pouvons dire
que la position qui est la nôtre, il est hors de question d'extrader nos dirigeants vers la CPI, dès lors qu'eux n'extradent jamais leurs dirigeants vers cette CPI-là. Nous avons besoin d'être indépendants, donc les problèmes du Congo seront résolus par les Congolais eux-mêmes. Voilà, la CPI, ça a toujours été un débat. Voilà, nous n'allons pas nous attarder dessus. On revient sur cette histoire de conférence nationale souveraine. Mon cher, on a parlé de cérémonie de lavement de main et on dit que cette cérémonie n'a pas été une cérémonie sincère, hein, que les politiciens sont allés juste régler leurs problèmes, blanchir leurs crimes, des détournements et autres. Qu'en dites-vous? Oui, mais effectivement, ça n'a pas été fait de bon cœur. C'était simplement pour essayer un peu de duper la population et puis l'opinion internationale. Parce que 33 ans après, comme je l'ai dit, nous retombons dans les mêmes problèmes. Regardez aujourd'hui, parce qu'à cette époque, on avait parlé de l'exclusion des clans. Mais aujourd'hui, 33 ans après, vous voyez que les clans ont même été institutionnalisés. Quand vous voyez même dans le cercle de ce pouvoir-là, nous avons des clans. Nous avons des clans Bouya, nous avons des clans Okemba, nous avons des clans Denis Christel Sassou Nguesso. Mais regardez même le Premier ministre. Aujourd'hui, lorsque nous martelons que le Premier ministre est sans pouvoir, mais regardez dans cette affaire de terre, on a comme l'impression que le Premier ministre est le porte-parole de M. Denis Christel Sassou Nguesso. Il est là à défendre corps et âme, alors qu'il n'a même pas assisté à la signature de ces accords. Les Alors, dessous de ces accords. vous confirmez cela, qu'il n'en sait absolument rien, qu'il n'est qu'une espèce de marionnette, comme je l'ai entendu. Mais il n'a pas été à la signature de ces accords. Il ne connaît pas les dessous de ces accords. Il vient défendre des accords dont il n'a pas la maîtrise. En ce moment-là, comment pouvons-nous qualifier une telle personne? Ce n'est pas à nous, ce sont les actes qu'il est en train de poser. Lui, un Premier ministre qui vient pour défendre les intérêts de son ministre. Alors, entre les deux, qui est le chef et qui est le subalterne? C'est très grave. Voilà, merci Christian, non, pas Christian, Cédric Balou. Alors maintenant, nous allons parler de vous, notamment de la... Alors comment, si vous voulez, donnez-nous une conclusion sur ce que la jeunesse peut corriger dans les acquis, même de la conférence nationale. Est-ce qu'il y a quelque chose là à sauvegarder et à utiliser pour votre futur? Oui, mais les conclusions n'étaient pas mauvaises. Aujourd'hui, ce qui est en train de tuer le Congo, c'est le régionalisme. Il faut que les jeunes puissent rejeter le régionalisme. Du nord au sud, c'est le Congo. Et tous ceux qui vivent au Congo, qui sont nés au Congo, des parents congolais, sont des Congolais. Il ne doit pas avoir des exclusions. Nous devons mettre de côté les intérêts personnels pour privilégier les intérêts généraux. Nous devions nous arranger à régler à la source tous les problèmes qui sont en train de faire naître ce qu'on peut appeler aujourd'hui la délinquance juvénile. Parce que le banditisme, pour le régler aujourd'hui, il faut le régler à la source. Oui, nous pouvons retenir un certain nombre de conclusions et les utiliser à bon escient, contrairement à nos aînés qui l'utilisent mal, qui les utilisent mal. Voilà. Nous allons donc refermer ce chapitre pour finalement terminer sur vous-même, notamment sur votre projet, celui de la jeunesse. Et on a parlé, quand j'essaie de suivre votre TikTok, vous vous fondez sur ce que M. Denis Sassou Nguesso a appelé le plan national de développement. C'est cela, je crois, 20, 2024, 2026. Donc, et vous faites remarquer que ce plan national de développement a été largement revu à la hausse et avec des lignes À la baisse. à la baisse, excusez-moi. Voilà, que ce plan a été largement revu à la baisse et avec des amputations. Donc, on a sectionné, cisaillé, réduit au maximum les avantages qui étaient accordés à cette jeunesse. Alors, vous parlez d'un pourcentage de plus de 80%. Et donc, ce plan, Exactement. finalement n'a plus rien, a perdu toute sa substance. Alors, au regard de ce constat déplaisant, doit-on dire que finalement, ce qui a été annoncé cette année
faire de l'année 2024 l'année de la jeunesse n'est que juste une flatterie, n'est qu'un moyen pour Sassou Nguesso de gagner du temps pour ces échéances de 2026 qui pointent à l'horizon? Êtes-vous victime finalement d'une escroquerie? Bon, mais Monsieur Jean-Lewis, depuis le début de cette année, nous l'avons dit que le gouvernement est une fois de plus en train de tromper la population, de tromper la jeunesse congolaise. Et nous continuerons à le dire. Les actes prouvent à suffisance qu'ils sont toujours dans cette série de tromperies. Avant de pouvoir parler de ce réajustement du plan national de développement 2022-2026, parlons d'abord du plan de développement 2022-2026 avec son budget initial. Oui. Le budget initial était de 8 964 milliards, 594 millions de francs CFA. Ça, c'est le budget initial. Et avec des axes prioritaires qu'ils avaient voulu développer dans ce plan national de développement. Je ne vais pas développer tous ces axes, mais d'abord, nous allons seulement pointer du doigt l'axe 6.2 qui parle du renforcement des infrastructures de base. Notamment, ils avaient parlé de l'eau, l'électricité et de l'assainissement. Monsieur Jean Lewis, au jour d'aujourd'hui, la question que nous pouvons poser au gouvernement, qu'est-ce qui a déjà été fait depuis l'entrée en vigueur de ce plan national de développement 2022-2026 avec son budget initial qui était de 8 milliards 962 milliards 594 millions de francs CFA. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Est-ce que nous avons l'électricité dans notre pays sans interruption? Est-ce que l'eau coule de Toujours nos des robinets? communiqués de M. Adou Danga dont on parle. Eh bien voilà, Justifier chaque fois qu'il y nous avons a... des coupures répétées d'électricité. Nous n'avons presque pas d'eau, mais pourtant nous payons régulièrement les quittances. Et lorsque vous avez même un petit retard, on vous inflige une pénalité. En parlant d'assainissement, regardez l'état de Brazzaville. Partout, vous retrouvez des poubelles. Même dans des grandes artères, vous retrouvez des poubelles. Alors la question que nous posons au gouvernement, qu'est-ce qui a déjà été fait? C'est pourquoi nous, nous sommes dans la prudence. Parce que déjà, dès le départ, rien n'a été fait. Qu'est-ce qui sera fait maintenant avec un budget réajusté où ils ont amputé au budget initial 80%? Vous voyez un peu, c'est pour dire que ce gouvernement n'est pas là pour le bien-être de la population, il n'est pas là pour le bien-être de la jeunesse. Aujourd'hui, le 7 juin 2024, pour parler de ce que vous avez évoqué, il y a eu un conseil de ministres où ils ont soumis à ce conseil de ministres un projet de décret portant approbation du programme de mise en œuvre accélérée du PND 2022-2026 consécutif à l'année de la jeunesse. Déjà, avec le PND qui a 2022-2026, qui avait son budget initial très conséquent, il n'avait pas pris en compte l'année de la jeunesse. Ça, il faut le dire. L'année de la jeunesse où les problématiques de la jeunesse n'étaient pas incluses dans ce PND 2022-2026. Et aujourd'hui, qu'ils l'ont réduit drastiquement. Ils ont inclus l'année de la jeunesse, mais tout en réduisant de façon drastique le budget qu'ils avaient alloué pour sa mise en œuvre. Mais attendez, est-ce qu'on est sérieux, monsieur Jean-Lewis? Est-ce que le gouvernement a la volonté manifeste de pouvoir régler les problèmes de la jeunesse? Et je veux vous lire le montant alloué aujourd'hui à ce PND rectificatif. Oui. 1818 milliards 839 millions 601 038 francs CFA. Mais attendez, monsieur Jean-Lewis. Et sur une période de 3 années restantes. Attendez, en 3 ans, avec ce budget insignificatif, où on a encore ajouté l'année de la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une volonté de résoudre les problèmes de la jeunesse? Je dirais non. C'est simplement une façon de duper une fois de plus la jeunesse. Et je demanderai à la jeunesse de rester vigilant parce que les ministres, nos gouvernants aujourd'hui ne connaissent pas les mêmes problèmes que nous. Ils vivent bien. Lorsqu'ils sont malades, ils vont se soigner en Europe. Leurs familles vivent en Europe.
ils vont faire les achats en Europe. Ils vont se faire traiter en Europe. Et parfois, ils vont s'amuser en Europe. Oui. Alors, ils n'ont pas la volonté de pouvoir transformer de façon qualitative ici au Congo, puisqu'ils sont ici seulement pour les intérêts ou pour les ressources de notre pays. Regardez encore, monsieur Jean Lewis, comment nos gouvernants sont méchants. Si vous faites la ronde de tous ces ministres-là, vous vous rendrez compte. Prenons exemple du ministre Oback, celui qui gère les mines. Nous avons fait des recherches et nous avons découvert que sa femme a des permis d'exploitation minière, a des permis d'exploitation miniers. Ses enfants, sa fille, son garçon, ils ont des permis d'exploitation miniers. Mais où sommes-nous, monsieur Jean Lewis? Le Congo n'est pas leur entreprise. Le Congo est un bien commun. Ils devraient penser avant tout à l'intérêt général plutôt que de penser à leurs propres intérêts. Et nous demandons à la population congolaise d'être éveillée. Parce que tant que nous allons continuer à dormir, tant que nous allons continuer à être laxistes, ils vont continuer à piller le pays comme ils sont déjà en train de le faire. Nous pouvons les accorder 1000 ans. Rien ne sera fait. Tant qu'ils sont seulement dans cet esprit de vouloir s'enrichir de façon personnelle. L'enrichissement est prévu seulement pour le clan. Ce n'est pas pour les Congolais. Et nous demandons aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Voilà, et même le président ivoirien Ouattara avait dit que Sassou pourrait lui donner toute la richesse de l'humanité, il ne pourra rien réaliser de bon. Alors, vous le dites vous-même, vous êtes à Brazzaville parce qu'on nous accuse souvent peut-être d'agiter les milieux, de dire des choses fausses. Vous dites que ce gouvernement n'est pas là pour le bien-être de la population. C'est un constat que vous faites. Alors, quand on fait un constat, il faut en tirer les conséquences, non, Garcelin, Carcelin, Castelin, voilà. Il faut en tirer les conséquences. Vous êtes des jeunes. J'ai noté l'autre jour, quand j'étais avec toi, dans notre interview d'il y a quelques mois, que vous êtes les plus nombreux et ce sont les plus nombreux qui sont utilisés par ce régime, justement, pour assouvir leurs désirs. Donc, tout ce que vous racontez, les voyages dans les palaces et autres. Alors, quelle est la conséquence de ceci? Je pensais que ces jeunes devraient s'organiser davantage, mais on voit qu'il y a des jeunes qui s'accrochent au pouvoir. Donc, il n'y a pas de solidarité dans cette jeunesse. Est-ce que vous pouvez me faire l'état des lieux de la jeunesse congolaise? Je ne parle pas de la jeunesse politique, mais la jeunesse en général. Est-ce qu'elle est soucieuse d'abord de ces problèmes? Ou vous ne vous ce que vous faites ne les intéresse pas au point de penser que euh, à quoi bon justement s'en préoccuper si les plus concernés, les plus nombreux n'ont pas le cœur à la chose? Parlez-moi de cette jeunesse actuellement au Congo-Brazzaville. Ah oui, mais la jeunesse, elle est soucieuse de son avenir. Mais regardez, c'est comme je l'ai dit depuis le départ, ce gouvernement n'est pas là pour le bien-être de la population. Comment pouvez-vous imaginer dans un pays comme le Congo où on a considérablement réduit le prix de la bière? Vous avez suivi dernièrement, lorsqu'on a voulu augmenter le prix de la boisson, il y a eu une intervention du gouvernement où il y a eu tout un communiqué ou une réunion interministérielle à cause simplement de l'augmentation du prix de la bière. C'est pour dire quoi, monsieur Jean Lewis? Il faut laisser la jeunesse continuer à plonger dans l'alcool parce qu'une jeunesse ivre ne peut pas penser à son avenir. Mais tout ça, ça ne peut plus marcher, ça ne peut plus durer. Aujourd'hui, la jeunesse a pris conscience que hier, nous étions très petits, mais aujourd'hui, nous sommes aussi en train de grandir et de vieillir. Et donc, il est important pour nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités. Et donc, Castelin, je vous le consomme. Mais concrètement, est-ce que vous avez installé, par exemple, des modules, des groupes d'information, d'explication, de conscientisation, par exemple, inviter des docteurs pour montrer l'impact de l'alcool sur le corps? Je voudrais vous entendre parler de quelques initiatives, justement, qui interpellent les jeunes. Pour leur dire qu'effectivement, ils ne devraient pas, comme ils le font, s'accrocher aux hommes politiques, que ces hommes, en fait, ne sont en train que de les détruire. Qu'avez-vous concrètement fait ou que faites-vous ou que ferez-vous pour les éloigner progressivement et les dresser finalement contre ces faux dirigeants?
Oui, bon, mais Monsieur Jean-Lewis, nous n'avons même pas à les dresser contre ces dirigeants. Aujourd'hui, le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora est dans sa phase d'implantation. Nous sommes en train de nous implanter un peu partout au Congo actuellement. Et partout où nous passons, nous avons un message clair. Nous sommes en train de conscientiser la jeunesse congolaise. Nous sommes en train de conscientiser la jeunesse congolaise afin qu'elle ne puisse plus suivre les 2000 francs qui sont distribués par les députés et les hommes politiques. Parce que ces 2000 qui leur sont donnés, c'est carrément un achat de conscience qui est fait. Et ils vendent leur avenir avec ces 2000 francs CFA. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse est suffisamment avertie pour comprendre que les 2000 francs qui seront donnés ne peuvent plus, peut-être ils peuvent être pris, mais sans pourtant qu'ils ne puissent leur donner leur approbation le jour du vote. Monsieur Jean Lewis, ne soyez pas surpris de voir dans les jours à venir certains députés être chassés, peut-être même être molestés à cause de ces mauvaises pratiques. C'est parce que la jeunesse aujourd'hui a pris conscience que les députés qui sont là ne sont pas pour eux. Les députés qui sont là sont avant tout pour la conservation d'un pouvoir, sont avant tout pour leurs propres intérêts. L'opposition n'a pas été muselée. Non, ça, il faut retirer carrément ce terme. Vous ne l'avez pas utilisé, mais je profite de votre plateau pour dire que l'opposition n'a pas été muselée, mais elle a été achetée. Parce que lorsque nous voyons le chef de file de l'opposition, il vit dans un confort. Il est confortablement traité, il est bien traité avec un véhicule de fonction, il est gardé, il a même un ministre dans le gouvernement. Et donc, l'opposition a été achetée et donc elle est inexistante. C'est pour dire quoi, Monsieur Jean Lewis? Au jour d'aujourd'hui, les jeunes ne devraient plus compter sur les acteurs politiques, ne devraient plus compter sur leurs partis politiques, parce que ces partis politiques n'ont jamais parlé des intérêts des jeunes. Regardez ce qui s'est passé avec le PCT lorsqu'ils ont interpellé les membres du gouvernement. Ils ont inscrit tous les autres points, sauf celui relatif aux problèmes des jeunes. Alors, nous comprenons par là que tous ces partis ne sont pas là pour la jeunesse congolaise, mais ils sont là avant tout pour leurs propres intérêts, pour les intérêts de leurs enfants, pour l'intérêt du clan. Voilà, vous m'avez, Cédric, largement devancé, car ma question portait sur comment ces espèces de résignation, de lamentation des jeunes pour, doivent se transformer en action sur le terrain. Je crois que c'est cela. Alors, nous parlons à Brazzaville des échéances de 2026 avec le camp de M. Denis Sassou Nguesso, Sassou lui-même. Avez-vous un projet politique? Pensez-vous vous impliquer dans cette campagne de 2026? Monsieur Jean Lewis. Voilà la question finale. Oui, Monsieur Jean Lewis. En 2021, nous nous sommes impliqués dans la campagne présidentielle où nous avons soutenu Monsieur Denis Sassou Nguesso. Nous ne l'avons pas aussi soutenu aveuglement, nous l'avons soutenu en fonction du projet de société qu'il avait présenté, que son parti avait présenté et que lui, il portait. Mais au jour d'aujourd'hui, ce projet de société qui s'est transformé en plan national de développement n'a rien produit. Et donc, je ne pense pas qu'en 2026, que je sois à mesure d'accompagner le président Denis Sassou Nguesso. Parce que nous sommes victimes aujourd'hui de la politique que nous avons occasionné qu'elle se mette en place. Un homme averti en vaut deux. Oui. Nous ne pouvons plus accompagner. J'allais dire, allez-vous créer une dynamique de jeunes pour perturber justement le PCT ou le clan de M. Denis Sassou Nguesso dans ses velléités de se maintenir au pouvoir? Est-ce que vous êtes capable de faire ça, de mettre en place une force politique valable qui peut d'abord faire face à M. Satima Biala, qui est considéré comme proche du pouvoir ou composante du pouvoir, j'allais dire, pour installer, mettre en place un parti politique des jeunes capable de prendre le pouvoir, pourquoi pas? Monsieur Jean Lewis, jusque-là, je ne me suis pas encore prononcé comme étant un acteur politique. Je parle encore de société civile. Je suis le président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Nous avons mis en place un puissant mouvement qui peut influencer la politique de notre pays de par ses actions. Aujourd'hui, nous ne voulons pas prendre le pouvoir, mais nous voulons pousser les acteurs qui occupent les postes de responsabilité à travailler pour le bien-être de la population. C'est tout ce que nous sommes en train de réclamer. Et si aujourd'hui, nous sommes taxés
d'opposants, ça c'est leur façon de voir les choses. Pour preuve, vous qui êtes à la diaspora, on vous a toujours traité d'opposants, simplement parce que vous faites des propositions et vous condamnez un certain nombre de méfaits qui se passent dans notre pays. Au Congo, lorsque vous dénoncez, on vous taxe d'opposants. Au Congo, lorsque vous faites des propositions, on vous taxe d'opposants. Au Congo, lorsque vous présentez des projets, on vous les vole et on les utilise mal. C'est ça le Congo. Oui, nous n'allons pas soutenir un candidat, mais nous n'allons pas aussi perturber les élections présidentielles. Nous allons poursuivre notre mission de conscientisation de la jeunesse congolaise et c'est à la jeunesse congolaise de prendre ses responsabilités. Voilà, est-ce que pour terminer, vous pouvez une fois de plus vous adresser à M. Sassou Nguesso sur le comportement de son fils, notamment Christelle, qui a vendu le Congo et qui doit avoir la tête lourde déjà, puisqu'on parle d'un fardeau, j'ai entendu des sommes faramineuses de 560 quelques milliards, de 900 quelques milliards de CFA à rembourser peut-être à Kagame, parce qu'on sait que cette affaire va se terminer comme ça, c'est-à-dire que les Rwandais ne viendront plus jamais chez eux. Il y a là une histoire de haute trahison. Alors, adressez-vous à M. Denis Sassou Nguesso pour lui dire ce qu'il doit faire désormais. Oui, mais M. Jean-Lewis, ce que nous pouvons dire au président Denis Sassou Nguesso, bon, déjà, nous comprenons aussi le président Denis Sassou Nguesso. Au jour d'aujourd'hui, il est fatigué. Il a beaucoup servi son pays pendant de très longues années. Il a eu une très longue carrière politique et aujourd'hui, il est en train de réclamer la retraite. Mais c'est simplement le clan qui cherche à le maintenir au pouvoir à cause des intérêts des uns et des autres. Aujourd'hui, avec la mauvaise façon de faire du ministre Denis Christian Sassou Nguesso, qui peut-être pouvait avoir des ambitions présidentielles, mais nous, peuple congolais, nous lui disons déjà d'enterrer cette ambition politique, d'enterrer cette ambition présidentielle, parce qu'il ne sera pas président de la République. Il a déjà mal servi le Congo. Lorsqu'il est passé au niveau de la COTRED, lorsqu'il est passé au niveau de la SNPC, il a tout détruit. Lorsqu'il est aujourd'hui en tant que ministre de partenariat public-privé, il a tout détruit. Il a vendu une bonne partie de notre pays. Et donc, il doit déjà enterrer ses ambitions présidentielles. Et nous savons qu'en 2026, le président de la République aussi prendra certainement sa retraite parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est suffisamment fatigué. Et donc, nous ne pouvons que les pousser à mieux travailler afin de conduire le président de la République vers une sortie honorable. Il faut reconnaître qu'il a longtemps servi son pays, il a représenté le pays un peu partout, il a su aussi, à un moment ou à un autre, redorer le blason du pays et au jour d'aujourd'hui, en 2026, certainement qu'il prendra sa retraite et donc nous allons l'aider à aller vers une retraite honorable, mais sans pourtant qu'il ne soit inquiété d'être poursuivi au niveau de la CPI parce que nous allons nous opposer. Comme je vous l'ai dit depuis le départ, nous ne sommes pas pour l'extradition de nos autorités vers la CPI. Voilà, merci donc à vous, Castolin Cédric Balou, d'avoir été l'invité du journal La Communauté de Jean Lewis. Merci une fois de plus d'être venu. Merci à vous, M. Jean Lewis, de m'avoir une fois de plus permis de m'exprimer sur votre plateau. Voilà, merci.